à la recherche des mètres carrés gaspillés. Et si nous commencions par mieux utiliser les mètres carrés dont nous disposons déjà? De nombreux bâtiments souffrent de sous-occupation et restent vides une grande partie du temps. Pourtant, des solutions existent. Allonger les plages horaires, accueillir de nouveaux usages ou mutualiser les espaces entre plusieurs acteurs. En repensant l'organisation et le partage des lieux, l'intensification d'usage permet d'optimiser les mètres carrés existants tout en répondant aux besoins d'espace des acteurs de nos territoires. Pour mieux comprendre ce concept d'intensification des usages, je rencontre aujourd'hui Éléonore Slama, adjointe à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Elle a participé à l'élaboration du premier indicateur d'usage du bâti et a écrit un plaidoyer intitulé En finir avec le gâchis des mètres carrés. Au cours de notre discussion, Éléonore m'explique en quoi consiste l'intensification des usages, les différentes formes qu'elle peut prendre et comment la mettre en place dans nos bâtiments et espaces publics. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Éléonore Slama, bonjour. Bonjour Camille. Éléonore, vous êtes adjointe à la mairie du 12e arrondissement de Paris, en charge du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Vous vous intéressez également à l'intensification des usages. À ce sujet, vous avez notamment piloté un groupement d'acteurs, participé à l'élaboration du premier indicateur d'usage du bâti et vous avez même écrit un plaidoyer pour l'intensité d'usage publié aux éditions Apogée intitulé En finir avec le gâchis des mètres carrés. Tout d'abord, je tenais à vous dire que j'avais lu ce plaidoyer et que je trouvais très intéressant le terme de gâchis, car c'est vrai qu'on parle rarement de gâchis quand on parle d'espace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce terme? Merci beaucoup déjà Camille pour d'avoir lu déjà ce livre et puis de l'avoir apprécié. En effet, enfin moi je suis rentrée sur le sujet par la question de l'intensification des usages, donc l'optimisation de tout cela. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on en parle à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le sujet, de tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que j'ai choisi de l'anglais sur la question du gaspillage, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire, de la fast fashion, du gaspillage de l'énergie, de l'eau, et je pense que partir de ce sujet à travers cet angle, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour tout le monde, beaucoup plus pédagogique et ça nous permet de comprendre qu'on a là, en effet, matière à agir. Parce que nous vivons au cœur d'un immense gâchis, bien sûr. Il y a la vacance, c'est un sujet qui commence à être reconnu, 3 millions de logements vacants sur l'ensemble du territoire national, près de 5 millions de mètres carrés de bureaux vides vacants rien qu'en Île-de-France, 170 000 hectares de friches aujourd'hui disponibles. Et puis, il y a un sujet dont on parle moins, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste dans cet ouvrage, c'est la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. C'est-à-dire que globalement, 80% du temps, nos bureaux, nos écoles, nos équipements publics, sont vides et ne servent strictement à rien ni à personne. C'est donc une aberration que je me propose d'essayer avec d'autres, bien évidemment, de combattre. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre d'initiatives.
Merci pour cette réponse très claire. Je trouve que c'est très intéressant, comme vous dites, de vulgariser en fait c'est vrai que la sous-occupation, ça peut paraître très technique, mais ça nous concerne tous et toutes. Mais j'ai une petite question, d'où vous est venu cet intérêt pour l'intensification des usages et les questions des temps? Alors, dans la vie, il y a, enfin voilà, il y a des choses amusantes. Il se trouve que le premier stage que j'ai fait dans ma vie, c'était au cabinet d'Anne Hidalgo, qui était alors première adjointe au maire de Paris de l'époque, donc Bertrand Delanoë. Et il se trouve qu'Anne Hidalgo avait comme délégation, entre autres, le bureau des temps. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert ce sujet que j'ai trouvé absolument passionnant. Et je trouvais que le signal aussi était fort de euh, mettre cette délégation, ce thème, dans le portefeuille de la première adjointe d'une grande collectivité comme Paris. Voilà, donc c'est la première fois où j'ai eu finalement ce sujet en face de moi, que je trouvais intéressant. Et puis, au gré de ma vie professionnelle, de ma vie militante, de ma vie d'élu, j'ai eu aussi d'autres moments où j'ai croisé ces sujets. Euh, mais finalement, pour moi, le déclencheur, ça a été lors du Covid et du confinement, où on nous a tous demandé de nous confiner chez nous parce qu'il y avait donc cette maladie qui pouvait être potentiellement extrêmement dangereuse pour certaines parties de la population. Eh bien, il y avait une population qui était inconfinable, comme dirait Julien Damon. C'est la population des sans domicile fixe. Et moi, je suis donc adjointe d'arrondissement, adjointe à la maire en charge du logement, de la lutte contre les inégalités, contre l'exclusion. Donc, j'ai aussi dans mon périmètre la grande précarité, donc ce sujet du sans-abrisme. Et donc, on avait dans le 12e, comme encore aujourd'hui, une population assez importante de sans-abri, puisqu'on a un bois, deux gares, des hôpitaux, voilà, et qui fait qu'on est un arrondissement qui peut concentrer une certaine population. Comment demander à ces gens de se confiner alors même qu'ils n'ont pas de chez eux? C'était bien une question sans réponse. Et en même temps, dans le même temps, tant de bureaux, de locaux, d'hôtels vides, désespérément vides et fermés. Et vraiment, à l'époque, dans un cri de colère, j'avais pris la plume, j'avais écrit à tous les hôteliers du 12e arrondissement pour les enjoindre de nous aider sur cette question. J'avais écrit une tribune dans la presse et réalisé une vidéo pour les réseaux sociaux. Et j'avais eu plusieurs hôteliers, d'ailleurs, qui avaient répondu présent, parce que, on va dire, l'hébergement classique type gymnase du plan grand froid ne se prêtait pas vraiment à héberger des sans-abri pendant le confinement. Et donc, il fallait plus d'espace individuel, etc. Et on parle là d'une population particulièrement fragile qui a une espérance de vie bien moindre que la population générale. C'est vraiment pour moi le déclencheur. Mais dans une autre vie précédemment, il se trouve que je me suis beaucoup occupée des questions d'éducation et d'enseignement supérieur, puisque je travaillais et j'officiais en tant que chef de cabinet de la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et il se trouve qu'on a mis en place une réforme des rythmes scolaires. Et à cette occasion, j'ai pu aussi m'entretenir avec un certain nombre de personnels de l'Éducation nationale lors de la mise en place de cette réforme et de leur vision de ces locaux, leur salle de classe, etc. Et je me suis dit qu'il y avait matière aussi à agir parce que une école, comme une université, c'est des moments où c'est des espaces où il se passe plein de choses, en effet, pendant la semaine, mais un petit peu moins déjà le soir et le week-end, et encore moins pendant un certain nombre de périodes comme les vacances scolaires. Et donc, c'est vrai qu'on a là, encore une fois, matière à agir. Et n'oublions pas, hein, alors même que nous sous-utilisons nos mètres carrés, eh bien, le besoin, par exemple, de création de logements, et en particulier de logements abordables, sont absolument criants. Et puis, dans le même temps, eh bien, l'artificialisation des sols continue de progresser. C'est à peu près 20 à 30 000 hectares de sols agricoles naturels ou forestiers qui sont artificialisés chaque année. Et donc, il me paraît important aujourd'hui de prendre ces sujets à bras-le-corps et tout simplement d'essayer de résoudre ces paradoxes et donc de changer de regard sur les mètres carrés qui nous entourent. Oui, donc l'intensification des usages, c'est pas juste la lutte contre la vacance, c'est aussi un moyen finalement de trouver une réponse un peu aux ZAN, qui est un sujet, on va dire, en ce moment, depuis quelque temps même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'intensification des usages?
c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Oui, bien sûr. Alors, c'est en effet, vous l'avez dit, un sujet un peu macro, parce que dedans, vous avez la lutte contre la vacance, qui est un phénomène qui, encore une fois, connu et qui est un petit peu traité. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place à tout niveau, hein, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales, pour lutter contre la vacance, que ce soit la vacance des logements ou celle, par exemple, des locaux commerciaux. Donc là, il y a des choses qui se font, même si les résultats sont timides, mais enfin bon, il y a une volonté d'agir et c'est très bien. Il faut accentuer, à mon sens, un peu plus encore les efforts de ce point de vue-là, mais il y a des choses positives qui se font. Là où on a vraiment à continuer à se développer, c'est sur la sous-utilisation, parce que gaspiller les mètres carrés, c'est à la fois la vacance et la sous-utilisation, et donc il faut améliorer à la fois le taux d'utilisation et le taux d'occupation de nos bâtiments. Donc le taux d'occupation, peut-être pour expliquer, c'est le nombre de personnes présentes sur un lieu à un instant T. On peut partir du principe qu'un lieu est utilisé à partir du moment où il y a une personne dedans. Mais c'est vrai que s'il y en a une ou 100, c'est pas exactement le même taux d'utilisation et ça ne rend pas exactement le même service. Donc voilà. Et puis il y a le taux d'utilisation, c'est sur la plage horaire sur lequel ce lieu est utilisé ou pas. Donc il faut à la fois jouer sur ces deux tableaux-là en améliorant le taux d'utilisation et le taux d'occupation. Et pour cela, il y a des leviers à activer que certains connaissent, qui sont assez connus, comme la mutualisation, qui, en gros, ça vise à partager un espace entre plusieurs usagers. C'est par exemple, parce que moi j'aime bien cet exemple, peut-être encore une fois à cause de mon parcours dans l'enseignement supérieur et de la recherche il y a quelques années maintenant, mais le bâtiment d'enseignement mutualisé, c'est un bâtiment qui a vu le jour il y a quelques mois, bientôt 1 an maintenant, qui a été initié par 7 écoles d'écoles supérieures, en particulier d'ingénieurs, 7 établissements d'enseignement supérieur, et qui permet de partager un même bâtiment d'enseignement. Et c'est très vertueux parce que du coup, il est très utilisé. Et puis, derrière toutes les externalités positives, si je puis dire, on a des étudiants comme des enseignants qui se croisent, et ça permet des projets interétablissements, des projets pluridisciplinaires, et c'est totalement positif. Voilà. Donc la mutualisation, c'est ça. Ça vise à partager un espace entre plusieurs usagers. Par exemple, là, en l'occurrence, si on prend cet exemple, un bâtiment d'enseignement, mais avec plusieurs écoles dedans, et donc plusieurs spécialités, etc., etc. Après, vous avez d'autres leviers comme l'hybridation. Là, l'hybridation, ça consiste plus à utiliser un espace, mais cette fois-ci pour plusieurs usages. Donc un espace qui mute, qui se transforme pour accueillir autre chose. Ça peut être une salle de classe, puisqu'on prend l'exemple de tout à l'heure, qui peut être transformée en une salle, par exemple, pour faire du sport, ou même en hébergement touristique. Je reprends l'exemple de Noirmoutier, qui transforme cette école le temps de l'été en hébergement touristique pour les familles. C'est très intéressant parce qu'en effet, sinon ces bâtiments ne serviraient pas. Donc, c'est les parents d'élèves qui eux-mêmes mettent la main à la pâte et transforment le temps des vacances d'été, ces locaux en mettant tout le confort nécessaire et permettent de louer ces espaces à des familles qui n'ont pas forcément les moyens, sinon, de se payer un hébergement touristique dans cette ville. Voilà. Donc ça, c'est pour l'hybridation, la capacité finalement de faire dans un espace plusieurs usages. Et puis, vous avez peut-être un concept un peu plus chapeau, parce que ça regroupe tout ça en même temps, c'est la chronotopie. La chronotopie implique forcément la mutualisation, l'hybridation, etc. La chronotopie, c'est le fait de penser l'usage en fonction finalement des différentes temporalités. Le jour, la nuit, les jours de la semaine, le week-end, les périodes de l'année, les vacances scolaires, etc., etc. Et ça aussi, c'est vraiment, à mon avis, structurant dans la réflexion qui doit être la nôtre sur ces sujets. Un exemple, mais il y en aurait plein, vraiment. Un exemple, parce que moi, j'y tiens, c'est celui des Bureaux du Cœur. Les Bureaux du Cœur, c'est une association qui a été créée à Nantes, il y a à peu près 4 ans, je crois, qui vise à finalement accueillir la nuit dans des bureaux qui sont utilisés le jour par des salariés, une personne sans domicile fixe qui sinon dormirait dehors. Alors, pas n'importe quel son domicile fixe, si je puis me permettre, dans le sens où cette personne n'a pas d'addiction, n'a pas de maladie particulière, cette personne est suivie par des associations et en voie de réinsertion. Donc, on n'est pas non plus forcément sur tout type de personnes en situation de sans-abrisme, mais
malgré tout, ça rend ce service-là aussi parce qu'il y a plein de sans-abrisme différents. Et donc, dans des locaux de bureaux, la nuit, une personne accueillie, sans-abri, ils appellent ça la personne accueillie, dort dans ses bureaux. Et ça a permis plein de belles choses. Déjà, près de 60 000 nuitées qui ont été rendues possibles grâce à ce dispositif. Ce n'est pas neutre. 60 000 nuitées, hein, c'est beaucoup en 4 ans, même pas. C'est près de 200 entreprises hôtes aujourd'hui, un peu partout en France. Et puis, c'est, je crois, un peu plus de 150 personnes sans abri accueillies. Donc, voilà, c'est bien, c'est bien. Non, c'est 450 personnes accueillies, je le dis. Ma langue a fourché, donc c'est important. Ça va pas résoudre le problème, mais ça va quand même nous aider un peu à fluidifier le parcours de ces personnes, parce que nous sommes aujourd'hui d'ailleurs complètement saturés en termes d'hébergement d'urgence. On n'a jamais vécu une telle situation aujourd'hui. On doit faire un tri entre c'est terrible, hein, on vous demandait à des comment dire des d'assistants sociaux de faire un tri entre des femmes enceintes de 7 mois et des femmes enceintes de 8 mois pour avoir une chambre au SAMU social. C'est des bébés de 1 an, des bébés de 3 mois. Enfin, on arrive à un paroxysme terrible sur ces questions. Donc, ça peut paraître peu, mais c'est pour moi beaucoup. Il faut vraiment continuer à encourager ça. Et puis surtout, ça a des vertus très positives, hein, mais j'en reparlerai peut-être à un moment plus tard dans notre conversation, parce que il y a encore d'autres leviers, comme celui de la réversibilité, qui est de fait la capacité d'un lieu à muter dans le temps. C'est bien sûr, puisqu'on en parle beaucoup, mais l'exemple des bureaux inutilisés, vacants, qui ne servent à rien et qui sont, pour le coup, plus utiles dans les endroits où ils ont été construits. Donc les bureaux qui peuvent être transformés en logements, par exemple. Mais c'est vrai que si ça n'a pas été prévu au départ, ça peut être un petit peu plus complexe que si ça avait été intégré à l'origine. Donc voilà quelques-uns des leviers que la mutualisation, l'hybridation, la chronotopie et la réversibilité à mettre en œuvre pour intensifier les usages et lutter contre le gaspillage des mètres carrés. Merci beaucoup pour tous ces exemples, parce que je trouve que c'est bien, c'est que ça montre que ça existe déjà. Enfin, il y a déjà plein de solutions qui sont mises en place. Tout à fait, et sur différents types d'actifs, hein, parce que c'est le cas aussi, par exemple, sur du bureau. J'ai en tête Station 45, qui est le siège social de Novaxia, qui se transforme le soir et le week-end en tiers-lieu associatif. Clairement, ils accueillent des associations. Alors, ils ont fait ce choix-là, mais on peut ne pas le faire, hein, d'accueillir ces associations gratuitement, hein, parce qu'ils avaient une dimension sociale, mais ça aurait pu être en mettant leurs locaux à la location et récupérer justement de l'argent pour cela, des ressources. Mais c'est le choix qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça formidable, et c'est, comme dirait un de ces salariés, le meilleur plan de com qu'on a jamais eu pour notre entreprise. Finalement, c'est ça, et ça coûte beaucoup moins cher qu'une campagne de communication. Mais Metal 57, qui est le siège de BNP Paribas Real Estate, a aussi innové en la matière. Par exemple, eux, ils ont créé une rue intérieure qui est ouverte à toutes et tous à l'intérieur même de leur propre bâtiment. Même si vous n'êtes pas salarié de BNP, eh bien, vous pouvez aller dans cette rue et puis bénéficier de tout ce qui y est, entre guillemets, offert, les restaurants, les services, etc. Donc, vous pouvez bénéficier au même titre que les salariés des services de ces commerces. Et voilà, moi, je trouve que c'est une nouvelle approche sur la ville qui est particulièrement intéressante. Oui, et puis ça montre que tous les acteurs de la ville peuvent s'en saisir, puisque vous parlez d'acteurs privés, mais des collectivités aussi, puisque vous avez aussi parlé de l'école à Noirmoutier, Oui. donc c'est un bâtiment Oui, public. et par exemple, il y a d'autres choses, hein, mais à Paris, on a mis en place depuis à peu près 3 ans maintenant, on a ouvert les cours d'école et les cours de crèche, 42 cours d'école et 29 cours de crèche de mémoire, qui sont aujourd'hui ouvertes aux petits Parisiens le week-end. C'est bête, mais en fait, ça change beaucoup de choses, parce qu'à Paris, on est une ville très dense, on manque d'espace pour s'égayer, pour marcher, pour faire du sport, pour se rencontrer, échanger, jouer.
encore plus quand on est un enfant, parce que la ville n'est pas toujours faite à hauteur d'enfant. Et donc, on a ouvert ces cours d'école et de crèche le week-end aux Petits Parisiens depuis 3 ans, et ça a un fort succès. Je pense que c'est vraiment important aussi d'essayer comment dire, multiplier ce type d'initiative. C'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres, hein, il y en a d'autres, mais je pense que chacun comprendra l'intérêt que de le faire. Pourquoi laisser ces cours d'école fermés le week-end, alors même qu'on pourrait en bénéficier pour apprendre à faire du vélo, à jouer au foot, enfin bref, à la marelle ou que sais-je. Mais enfin bref, vous pouvez avoir plus d'espace sans rien faire, au même coût ou presque, eh bien, autant en profiter. Mais du coup, donc c'est adapté à plein de types de bâtiments, mais est-ce qu'on peut quand même tous les bâtiments pourraient devenir, on pourrait intensifier les usages, ou il y a quand même des bâtiments où bon, c'est peut-être pas le plus adapté ou Oui, tout à fait. Il ne faut pas tout intensifier tout le temps et à 100%. Je pense que ce serait une grave erreur. L'idée n'est absolument pas là. L'idée, c'est de dire qu'il faut changer de regard sur les mètres carrés parce que on peut voir les choses autrement, et en effet, parfois, parce que c'est pertinent sur un territoire, ça correspond aux besoins et aux attentes des habitants, eh bien, ouvrir le champ des possibles pour certaines choses. Mais il ne faut pas le faire partout, tout le temps. Ce serait un non-sens et ce serait contre-productif. Donc, il y a bien évidemment des espaces qui s'y prêtent pas du tout, comme par exemple les hôpitaux, même si peut-être certains espaces communs comme des jardins pourraient tout à fait, des espaces extérieurs pourraient tout à fait s'y prêter, mais bon, globalement, voilà, c'est quand même pas des espaces à intensifier. Après, il y a aussi à l'intérieur même des espaces, des lieux qui s'y prêtent pas. Je pense par exemple aux couloirs. C'est pas forcément pertinent forcément d'intensifier l'usage de nos couloirs. Bien évidemment les sanitaires. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui n'ont pas trop d'intérêt, en tout cas aujourd'hui. Même si en discutant avec des élus, ils me disaient ah mais moi j'ai pas assez de bains-douches. Je fais mais ta piscine elle est ouverte de quelle heure à quelle heure? Ah tu sais que dans ta piscine tu as des douches, des sanitaires. Ah bah oui, alors si je les ouvrais à d'autres moments pour ces personnes, enfin pour ces personnes, peut-être que ouais, peut-être ça t'éviterait de construire encore une fois un équipement où tu n'auras pas forcément les moyens de le faire, et puis tu as déjà tout ce qu'il faut là devant toi, donc autant l'utiliser. Et puis il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que on ne fera pas sans les gens. Et la question de l'acceptabilité sociale est vraiment un sujet clé. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout intensifier tout le temps, parce que ça n'a pas forcément de sens. Ce qu'il faut absolument, c'est que intensifier les usages soit mis au service d'une amélioration de la qualité de vie de tous. Il faut encore une fois pour cela écouter les habitants, co-construire les projets, être à l'écoute et coller aux besoins des territoires. Voilà. Moi, je crois sincèrement que sur ce sujet-là, comme en règle générale sur la question de la transition écologique, on ne doit pas aller vers une intensification qui soit punitive ou culpabilisatrice, mais au contraire, une transition, une intensification des usages qui soit incitative et désirable. Chacun doit comprendre l'intérêt qu'on a à mieux utiliser nos espaces, parce que les bénéfices sont très très importants. Je pourrais peut-être en parler après, mais chacun doit comprendre l'intérêt d'y aller. Et finalement, dire pourquoi on le fait pas? Allons-y vite. Voilà, on fera pas sans les gens. Pas question de faire contre les gens. Mais en parlant d'acceptabilité, vous anticipez un peu la question que j'allais vous poser juste après, qui est est-ce qu'il y a d'éventuels freins et obstacles à l'intensification? Donc on a vu certains bâtiments où les usages ne sont peut-être pas propices à être intensifiés, mais du coup vous parlez aussi d'acceptabilité. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres freins ou obstacles? Oui. Alors pour moi, le frein culturel, ça reste le frein le plus important, d'où ma volonté vraiment de sortir ce plaidoyer, ce livre, En finir avec le gâchis des mètres carrés, plaidoyer pour l'intensité d'usage, pour expliquer justement les bénéfices d'une meilleure utilisation, montrer que finalement c'est pas si compliqué et qu'on peut le faire, et qu'on a en tout cas tout intérêt à y aller. Mais en effet, il y a tout un tas de freins. Encore une fois, sur ces sujets, rien n'est à inventer, mais tout reste à faire. C'est bien parce que c'est pas si simple. Pour autant, on a
la possibilité d'agir, si tant est qu'on ait cette volonté politique de le faire. Et donc, les freins, ils sont de tout ordre, hein, juridiques, assurantiels, de gestion, techniques, voilà, mais ils sont tout à fait levables. Intensifier les usages, de fait, impose une gestion un peu plus complexe, hein, que le mono-usage dans lequel nous vivons aujourd'hui, hein, le mono-usage aux horaires étriqués, forcément. Et puis, de fait, ça implique une organisation entre les différentes parties, quand on met à disposition un lieu, des liens contractuels. C'est aussi la nécessité d'avoir une répartition assez claire des responsabilités de chacun, de garantir, bien sûr, ça c'est très important, hein, justement, si on revient sur le sujet de l'acceptabilité, mais de garantir la sécurité comme la propreté des lieux. Donc c'est vraiment des sujets, voilà, il y a des freins, mais on peut les lever, hein, parce que même si intensifier, ça implique des considérations techniques, juridiques, réglementaires et cette gestion un peu plus complexe que le statu quo actuel, les solutions existent et c'est ce que nous avons souhaité montrer avec un groupement d'acteurs publics-privés, c'est que ces freins, même s'ils existent, ils étaient tout à fait surmontables. Et donc, nous publions un guide à l'usage de tous, et en particulier des acteurs de la fabrique urbaine, justement, où on donne un certain nombre de tips, de bonnes idées, d'exemples inspirants, justement, de clés aussi, hein, pour agir et pour intensifier concrètement les usages de nos bâtiments et de nos espaces. En parlant de clés, est-ce que vous pouvez nous donner, on va dire, les grandes étapes pour mettre en place l'intensification d'un bâtiment si, disons que demain, je souhaite intensifier les bureaux dans lesquels je suis, comment il faudrait que je m'y prenne? Alors, la première chose à faire, c'est tout bête, hein, mais c'est de réaliser un diagnostic finalement de votre espace, de votre bâtiment. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en plus de ce guide, nous sortons une plateforme en ligne qui s'appelle l'Intensiscore, qui est vraiment une plateforme de diagnostic pour avoir une idée objectivée de l'utilisation de votre espace. Et dans cet Intensiscore, qui va vous donner une note sur 5, un petit peu modélisée, etc., vous allez pouvoir voir les différents espaces dans un bâtiment qui sera, voilà, qui apparaîtra devant vous. Vous allez avoir en même temps des idées, des pistes pour l'intensifier. Donc vraiment, cette première étape, c'est le diagnostic, c'est identifier les possibles, les espaces à intensifier, que ce soit en termes de taux d'utilisation ou de taux d'occupation. Donc, et ensuite, il faut bien sûr identifier les usages potentiels qu'on pourrait y faire demain. Et donc, pour cela, nous avons aussi dans notre guide mis en place un tableau de compatibilité avec vos espaces pour vous aider, là encore, à pas trop avoir besoin de réfléchir, même si c'est toujours important de réfléchir, mais en fonction de l'espace en question, le hall, le restaurant d'entreprise, la salle de conférence, enfin, que sais-je, tous les espaces qu'on peut trouver dans un immeuble, eh bien, en face, des idées d'usages qui sont plus facilement compatibles que d'autres dans ces espaces, voilà. Bien sûr, parce que j'y reviendrai après, mais donc il faut s'assurer de l'acceptabilité, pardon, de votre projet. Embarquer avec vous, bien sûr, les salariés avec qui vous travaillez, les usagers plus généralement du site, dans ce projet d'intensification que vous pourriez avoir. Et puis, identifier, si je peux dire, un modèle de gestion qui pourra vous convenir. Voilà, par exemple, nous, à la ville, on met en place des conventions qu'on fait signer entre les différentes parties qui sont assez claires, avec une rétribution ou une gratuité en fonction finalement de l'intérêt général ou pas de l'activité qui va se faire dans les locaux qu'on va mettre à disposition. Encore une fois, moi, peu importe pourquoi vous intensifiez les usages, si c'est pour des raisons sociales, si c'est pour des raisons écologiques, si c'est parce que vous avez envie simplement de gagner plus d'argent, peu importe, l'important c'est de le faire. Donc allez-y, lancez-vous.
Donc voilà, si je reprends, donc c'est le diagnostic, c'est la compatibilité des usages possibles demain dans ces espaces-là, c'est l'acceptabilité du projet avec en embarquant un peu tout le monde. C'est aussi le nerf de la guerre, assurer l'équilibre économique des choses, identifier les potentiels coûts et puis les potentielles ressources, revenus éventuels, additionnels qui pourraient être générés par ce projet d'intensification des usages. Et puis, bon, j'en ai parlé, hein, le modèle de gestion efficace pour anticiper un peu tous les enjeux de gestion technique, de logistique, adaptés au projet. C'est tout bête, mais ce qu'on explique aussi dans le guide, c'est que il y a plein d'exemples de conventions types qu'on peut retrouver ici ou là, mais voilà, charger une personne de l'accueil, de montrer, par exemple, quelles sont en cas d'incendie les sorties de secours, un petit guide finalement d'appropriation de l'espace par tous. C'est des choses importantes. Et puis, moi, je pense que c'est toujours important d'évaluer, de valoriser l'effort qu'on vient de faire et donc, dans la mesure du possible aussi, essayer de quantifier l'apport que cela peut avoir en termes, par exemple, de ressources, si vous essayez de louer ça, ou en termes de reporting extra-financier, hein, avec une étude d'impact, par exemple. Après, vous avez tous les enjeux, on va dire, réglementaires et juridiques, mais là-dessus, on l'explique aussi dans le guide. Contrairement à la croyance populaire, finalement, à droit constant, aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire ou presque. Et voilà, donc on reprend un certain nombre de cas d'usage réglementaires, où on décrypte un petit peu les choses qui sont assez généraux pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse se retrouver un petit peu dedans. Oui, donc pas besoin de changer la loi ou la constitution pour pouvoir faire Alors, de on l'intensification. pourrait, ça serait toujours pertinent, on pourrait aller encore plus, on peut encore faciliter les choses aujourd'hui, bien sûr, on pourrait aller plus loin, mais ça ne peut pas être une excuse pour ne rien faire parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut entre les mains pour agir aujourd'hui, d'ores et déjà. D'accord. Et du coup, dans votre livre, vous parlez notamment du rôle des élus dans Oui. l'intensification des usages. Du coup, vous êtes vous-même élu local. Je voulais savoir comment, vous en avez un petit peu déjà parlé, comment vous vous emparez de cette question à la mairie du 12e arrondissement. Oui, alors en gros, pour moi, vraiment, c'est structurant. Bon, tout le monde a son rôle à jouer pour intensifier les usages de nos villes, tout le monde, en tant que citoyen déjà, parce que si on change de regard sur les mètres carrés qui nous entourent, voilà, on peut en faire un sujet, devenir acteur du changement, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met en place tous ces clés. Mais le monde du privé aussi, et c'est pour ça que moi j'ai souhaité monter cette alliance publique-privée pour montrer qu'il faut briser les silos entre ces mondes, que cette révolution générale ne se fera pas sans le privé ou sans la société civile ou sans le public. C'est tous ensemble que nous devons prendre conscience du potentiel d'action qu'on a là et vraiment de l'intérêt d'agir. Mais bien évidemment, la puissance publique a un rôle prépondérant à jouer, déjà parce qu'on détient un patrimoine important, hein. Par exemple, dans notre groupement, il y a la direction de l'immobilier de l'État. Je ne sais pas si vous imaginez quel est comment dire, le patrimoine en termes de mètres carrés de l'État, mais il est incroyablement important. Aujourd'hui, la direction de l'immobilier de l'État, c'est près de 96 millions de mètres carrés de surface utile brute pour l'État et ses opérateurs. Ça Euh, fait, ça fait Ça quelques fait des mètres mètres carrés. carrés, voilà, c'est ça. Donc forcément, si on intensifie ça tout de suite, vous voyez, le gap, la marche, elle est pas mal. Donc c'est vrai que c'est important d'embarquer ce type d'acteurs. Et bien évidemment, toutes les collectivités ont aussi un patrimoine important. On a en plus un autre avantage, nous, élus locaux, c'est que on peut avoir, comment dire, les mains un tout petit peu plus libres, pas forcément les poches pleines, mais les mains un tout petit peu plus libres pour peser sur les permis de construire, sur les plans locaux d'urbanisme et en règle générale, tout ce qui est de réglementation d'urbanisme. Et donc forcément, c'est pareil, ça peut aider à aller plus vite, plus loin, plus fort. Donc dans mon livre, d'ailleurs, à la fin, je fais des commandements, 17 commandements, 18 commandements pour un usage intense de nos villes. À la fois dans l'organisation de la collectivité, où justement l'idée c'est
de penser les choses autrement, de nommer un maître des horloges, d'avoir un référent dans l'administration sur ces questions-là, un référent anti-gaspi. D'ailleurs, ce référent anti-gaspi, on pourrait très bien en avoir dans chaque structure, même pas forcément publique. C'est en effet réaliser un peu un catalogue des équipements de son patrimoine, recenser les horaires d'activité et du coup les horaires d'inactivité, mettre en place des délibérations avec des conventions justement sur le prêt ou la location d'espace, mettre en place un bureau des temps parce que ça a été très présent dans les collectivités il y a un temps, ça l'était un peu moins après, ça revient aujourd'hui. Ça devrait être systématisé, la question du bureau des temps dans toutes les communes aujourd'hui. C'est sensibiliser son administration, enfin bref, c'est plein de choses. Et puis pour l'aménagement du territoire, c'est peut-être s'aider d'outils nouveaux comme pourquoi pas des cartographies des usages de nos territoires, des cartographies temporelles des territoires aussi, pour se rendre compte de ce qui est utilisé à quel moment ou pas, ce qui est vacant aussi par ailleurs, et voilà, mettre en place des documents de planification, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, dans lequel cette notion d'usage, cette notion de mètre carré intense, de mètre carré utile pourrait être intégrée. C'est bien sûr des choses qui se sont développées ces dernières années, mais qui pour moi sont structurantes et fondamentales. C'est l'urbanisme transitoire. Dès qu'on peut en faire, il faut le faire. Ça devrait être quelque chose d'obligatoire et de systématique. Mais bien évidemment aussi aider, par exemple, à l'essaimage de tiers-lieux qui sont par nature même des espaces, on va dire, intensément utiles. Leur taux d'usage, alors que aujourd'hui on estime qu'un immeuble de bureau classique, c'est aller moins de entre 20 et 30% de taux d'utilisation, un tiers-lieu, c'est à peu près 50% aujourd'hui. Donc ils sont déjà bien meilleurs que, on va dire, le reste de la population générale en la matière. Donc il faut essayer de faire essaimer ce type de choses. Voilà, et puis c'est encourager la construction réversible. C'est aussi sur la question du logement, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais pourquoi pas mettre un taux maximal de résidences secondaires sur un territoire pour bien évidemment encadrer la question des meublés touristiques, qui aujourd'hui est un fléau un peu partout. Enfin voilà, c'est tout plein de choses comme ça, et ne pas oublier d'intégrer aussi la notion d'espace public, puisque intensifier les usages, c'est totalement vrai pour les mètres carrés, les bâtiments tant que tels, mais c'est aussi vrai pour les espaces publics, nos trottoirs, nos places, nos jardins. Et d'ailleurs, c'est un exemple un peu intemporel, parce que le plus grand exemple un peu universel de l'intensification des usages, c'est finalement la place du village, qui, depuis toujours, accueille une diversité d'usages en fonction des moments de la semaine, de la journée, de l'année. Le marché, les places de stationnement, le circuit itinérant, les vœux du maire, le bal populaire, enfin, tout est possible sur cette place parce que justement elle est très polyvalente, elle est très modulable. Et voilà, donc n'oublions pas aussi nos espaces publics comme nos toits, par exemple, nos toits plats. Voilà, tout est intensifiable. C'est pas pour ça, encore une fois, qu'il faut tout intensifier partout et tout le temps. Donc, il y a du travail pour tous et toutes pour intensifier nos villes. Une dernière question. Vous allez bientôt lancer l'outil IntensiScore. Même probablement à la sortie de ce podcast, l'outil sera en ligne, je pense, qui est le premier indicateur d'usage du bâti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y avait besoin de créer un tel outil? En fait, on ne peut pas combattre, entre guillemets, un sujet qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, tout ce que je vous dis, ce sont des estimations au doigt mouillé ou presque, parce que c'est quand même un petit peu documenté malgré tout, mais on a des estimations plus ou moins alarmantes des choses, mais pour agir, on a besoin de caractériser ce gâchis de ville. Et donc, c'était vraiment l'objectif de cet IntensiScore, c'est de révéler au monde ce gâchis avec un outil qui, de manière un peu scientifique, même si, voilà, c'est pas non plus quelque chose de très encore performant, ça reste un prototype en cours d'affinage, etc. Et on prend vraiment l'ensemble des retours d'utilisateurs qu'on peut avoir là-dessus pour améliorer vraiment encore l'outil. Mais ça va vous permettre d'objectiver vraiment avec des critères l'utilisation d'un espace et de vous rendre compte que vous avez là des potentiels vraiment intéressants et qu'il faut s'y intéresser. Voilà pourquoi pour moi c'était vraiment la première étape. C'était ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, la question du diagnostic, se rendre compte, révéler, voir qu'on a là matière à agir en la matière. Voilà.
Et donc cet outil sera en open source ou il est Bien payant? sûr. Bien Non, non, sûr, non, non, en non. open source. Vraiment, notre objectif avec ce groupement d'acteurs, cette coalition, donc d'ailleurs, permettez-moi quand même de citer les membres de cette coalition. Vous Avec avez plaisir. la direction de l'immobilier de l'État, et donc c'est 96 millions de mètres carrés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont engager, bien sûr, tous leurs mètres carrés, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à réfléchir sur ces questions et qu'ils s'engagent. Donc c'est quand même assez intéressant et important. Vous avez bien évidemment la ville de Paris. Moi, je suis une élue parisienne, donc il ne pouvait pas y avoir la ville de Paris dans ce groupement. Vous avez SNCF Immobilier, qui a un patrimoine un peu partout aussi en France, donc c'est important. Et puis des groupes privés comme Bouygues Construction, Link City, JLL, SFL, Novaxia. Bref, et tous ces acteurs-là sont accompagnés à titre bénévole, donc outre par moi-même, eh bien par des urbanistes, des architectes, des notaires, des juristes, des experts de tout type, en particulier Sylvain Gréseau, mais aussi Michel René et son étude de notaire, l'étude Chevreux, mais je pense aussi à Dominique Alba. Et nous travaillons avec Paris Co qui copilote cette démarche avec moi, et l'agence de design vraiment qui est déjà très engagée sur ces sujets depuis plusieurs années. Donc c'est tous ensemble que nous avons travaillé dur pour essayer de vous livrer ces outils et puis voilà, vous donner envie d'agir. Donc n'hésitez pas à vous en emparer. Ils sont faits pour ça. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est le plus simple et pédagogique possible. Donc allez-y vraiment. On essaiera. J'espère que dans nos auditeurs et auditrices, il y en a qui iront voir cet outil. Avant de se quitter, à Dixit, on aime bien avoir un petit conseil lecture de la part de notre invité. Est-ce que vous en auriez un à nous donner? Oui, alors j'adore pas mal d'ouvrages, mais alors je vais essayer de vous en donner, allez, deux qui aujourd'hui, voilà, m'intéressent particulièrement. J'avais envie de citer Pour un urbanisme du Caire de Johan Sportouche, qui finalement propose une transformation de la manière de construire nos villes, mais un peu au prisme des relations humaines, de la solidarité, de la considération d'autrui. Voilà, c'est des sujets, moi, forcément que je traite un petit peu parce que il y a tout un volet qu'on n'a pas un peu défriché maintenant, mais c'est que intensifier les usages, ça permet de vivre mieux. Et surtout, intensifier les usages, ça permet de faire commun, de se recroiser, de changer de regard sur les autres. Et donc, dans la société un peu fragmentée dans laquelle nous vivons, ce n'est pas neutre. C'est très important. Il y a tout un chapitre là-dessus dans mon livre. Donc voilà. Et donc, c'est un petit peu aussi ce que traite finalement Johan Sportouche dans ce livre Pour un urbanisme du Caire. Et puis, un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui est sur le point de le faire, je crois. C'est un livre que j'ai hâte de lire, qui s'appelle Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre de Michel Lusso. Qui, je crois, va donner des exemples assez intéressants et concrets un peu partout sur la planète sur des manières finalement soutenables de cohabiter, donc des idées qu'on a bien envie de découvrir à travers ce livre. Après, il y en aurait plein d'autres, bien évidemment, Redirection urbaine de Sylvain Gréseau, que je ne présente plus, un excellent ouvrage. Et puis, j'aurais envie de citer aussi L'urbanisme demain d'Olivier Marin, qui retrace finalement un certain nombre de ces chroniques radio, à travers cette chronique radio, les initiatives qui peuvent être intéressantes pour justement avoir une nouvelle façon de vivre et d'habiter nos villes. Donc voilà, finalement, c'est pas une sélection, c'est pas un livre, mais c'est une sélection de plusieurs livres que je vous recommande. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas, en finir avec le gâchis des mètres carrés, plaidoyer pour l'intensité d'usage a aussi un petit intérêt. Merci pour ces conseils. On mettra tous les liens en description du podcast pour que les gens puissent aller voir. Et Léonore, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.